une nomenclatura n'a jamais vécu comme le peuple, hein, comme vous le savez. Donc, cette égalité n'a jamais existé, et comme on disait à l'époque, il y a toujours eu des gens qui ont été plus égaux que les autres. Hein. Donc, et entre autres, bien sûr, les dirigeants communistes. Une des raisons aussi pour lesquelles le communisme a eu du succès dans les têtes, c'est le mythe de la révolution. Et j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure, l'intelligence du bolchevique, l'intelligence des bolcheviques, dès le départ, c'est d'essayer d'inscrire leur coup d'État dans une glorieuse histoire qui leur permet justement de se présenter comme une révolution. Lorsque Lénine prend le pouvoir en octobre 17, 100 jours après la prise du pouvoir, il dit à Trotsky « C'est formidable, on a dépassé la Commune de Paris ». Et il le dit, on a dépassé la Commune de Paris. Donc il trouve ça que c'est déjà un grand succès. Bon. Donc, en présentant la révolution, en présentant le coup d'État comme une révolution, et en présentant les différentes prises de pouvoir du communisme comme des révolutions, eh bien, on place cette histoire dans une glorieuse perspective qui commence en 1789, qui passe par 1830, 1848, la Commune de Paris, et j'en passe, et d'autres. Bon. Donc, si vous voulez, et ce mythe de la révolution, c'est intéressant d'y réfléchir, parce que si on regarde bien les révolutions, elles n'ont jamais vraiment bien fini. Les dernières révolutions que nous avons connues récemment, au XXe siècle, ce sont les révolutions du monde arabe. Qu'est-ce qu'il en reste? À part la Tunisie, qui branle-balle comme ça, si je puis dire, et qui est toujours au bord du gouffre, hein, les autres, c'est fini. Je veux dire, l'Égypte, tout ça, c'est retombé dans des dictatures classiques. Bon, voilà. Donc, la Révolution française, elle a beau avoir été glorieuse, elle est quand même passée par une phrase épouvantable qui était la terreur, qui a servi de modèle absolu pour tous les communistes du monde. Trotsky, d'ailleurs, appelait Lénine Maximilien Lénine, hein, en rapport avec Maximilien Robespierre, évidemment. Mais Pol Pot, numéro 1, Khmer Rouge, était un admirateur absolu de Robespierre, et il ne lisait que sur la Révolution française. Donc cet exemple, pour les communistes, la Révolution française, ce n'est pas 1789, la prise de la Bastille. La Révolution française, c'est Robespierre, Saint-Just, Marat, c'est-à-dire la terreur, 1792-1793. Bon, mais se plaçant dans cette glorieuse perspective, ça a très bien marché, parce qu'au moment où le communisme va arriver, va prendre le pouvoir, à l'époque, la Révolution française était glorifiée, par exemple. Aujourd'hui, on est revenu un tout petit peu sur cette histoire, grâce entre autres à François Furet, qui est un historien aujourd'hui décédé, et qui a fait des livres très, très importants pour remettre en perspective ce qu'a été la Révolution française. Hein. Mais à l'époque, au début du XXe siècle, la Révolution française avait une aura extraordinaire, et donc, évidemment, placer la perspective du pouvoir bolchevique et après communiste dans cette glorieuse histoire, évidemment, lui donnait un côté très chatoyant qui a évidemment beaucoup attiré beaucoup de monde. Alors, dans tout ça, je vais faire un petit dégagement, si je puis dire, sur l'adhésion idéologique, parce que vous êtes tous des intellectuels, donc ça vous concerne tous, et je me considère quand même comme un intellectuel, puisque je ne travaille qu'avec ma tête. Donc, on va s'arrêter 2 secondes sur l'attrait que peuvent avoir eu, parce qu'on pourrait y en passer quand même, que peuvent avoir eu les intellectuels pour le communisme, d'où ça vient, pourquoi, comment. C'est d'autant plus curieux, d'autant plus incompréhensible quelque part, que l'intellectuel, a priori, est plus, enfin, en tout cas, espérons-le, il est plus cultivé, il a plus de capacité de réfléchir, il a plus de culture que l'homme moyen, si je puis dire. Donc on peut se demander comment ça se fait que des esprits éclairés aient pu tomber dans un piège aussi grossier que cela. Alors, en vérité, pour le comprendre, il faut savoir que le communisme a correspondu énormément aux intellectuels. C'est quelque chose qui était naturel pour eux, d'ailleurs. Si vous voulez, j'emploie souvent cette image, je suppose que vous connaissez le livre de Raymond Aron, un livre incontournable dans cette histoire, qui s'appelle L'opium des intellectuels, en parlant du communisme, puisqu'il a écrit ce livre qui s'appelle L'opium des intellectuels. Bon, moi je dis que non seulement le communisme a été l'opium des intellectuels, mais j'ajoute que c'était l'orgasme des intellectuels. Et je m'explique. Justement grâce à Lénine. Lénine,
construisant son parti de révolutionnaire professionnel, va permettre aux intellectuels, va leur offrir plutôt la perspective extraordinaire qu'ils recherchent depuis Platon, je dirais depuis la République de Platon, hein, c'est-à-dire de se retrouver au cœur de l'histoire pour guider le bon peuple vers son avenir. Hein, d'accord ? La République de Platon ne parle pas que de ça, j'entends bien, mais enfin quand même, les sages ont un rôle particulier, comme vous le savez, dans sa réflexion. Donc, grâce aux partis de révolutionnaires professionnels, qui sont tous, encore une fois, des intellectuels petits bourgeois, ce sont tous des intellectuels petits bourgeois. Lénine n'a jamais travaillé de sa vie, Mao a travaillé peut-être 2 ans dans sa vie, Ho Chi Minh n'a jamais travaillé de sa vie, Castro n'a jamais travaillé de sa vie. Hein. Donc, tous ces gens-là sont vraiment des intellectuels petits bourgeois. Donc, en offrant à l'intellectuel, à travers le parti qui va justement conduire le bon peuple vers la dictature du prolétariat et vers le Graal suprême, à savoir la société communiste, l'intellectuel a l'impression de se retrouver enfin au cœur de l'histoire. Non seulement il se retrouve au cœur de l'histoire, mais il a la boussole, parce que qu'est-ce que dit le marxisme-léninisme, qui est un déterminisme historique, rien de plus, finalement, quand on y réfléchit, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, les sociétés doivent avancent forcément tous de la même façon, donc, entre autres, à la fin, après la société capitaliste, l'instauration de la dictature du prolétariat, la construction du socialisme et, in fine, le communisme, stade suprême de l'humanité. Donc, les intellectuels se retrouvent au cœur de l'histoire et ils ont le manuel. Donc, ils n'ont qu'à suivre le chemin, si je puis dire. Donc, c'est une des raisons principales pour lesquelles les intellectuels ont été si attirés, parce qu'enfin, ils allaient pouvoir retrousser les manches et faire l'histoire. Bon, on sait bien que ça ne s'est pas passé comme ça, loin de là d'ailleurs, et c'est bien justement pour ça que c'est d'autant plus incompréhensible. Parce que l'intellectuel, à partir du moment où il devient communiste, perd sa qualité d'intellectuel. Puisqu'on ne lui demande pas de réfléchir, on lui demande d'obéir. D'accord ? Donc, a priori, c'est une négation de ce qu'il est. Double négation, parce que le projet communiste n'est pas l'instauration d'un gouvernement d'intellectuels, le projet communiste est l'instauration d'une dictature du prolétariat qui va amener au communisme. Donc, le prolétariat, ce ne sont pas les intellectuels. Donc, c'est une double négation. Donc il y a dans la démarche des intellectuels non seulement un aveuglement stupide, mais en plus une négation de soi-même. C'est pour ça que ça devient très, très incompréhensible, à la limite, cette espèce d'adhésion générale des intellectuels, à quelques exceptions près, Dieu merci, il y en a qui ont sauvé l'honneur, hein, des intellectuels pour le communisme. Alors, j'ai trouvé une petite explication, elle n'est pas satisfaisante, bien sûr, mais elle est un petit bout d'explication, je dirais, de ça. C'est que pour comprendre la démarche des intellectuels, il faut en venir à une notion freudienne, qui, à mon avis, est une partie de l'explication, ce que Freud a qualifié la haine de soi. Hein. Finalement, la haine de soi, c'est quelque chose que nous avons tous en nous. Nous avons tous en nous, quelle que soit la taille de cette haine, quelle que soit la raison de cette haine, nous avons tous quelque part une haine de nous-mêmes. Hein. Ça fait partie aussi de l'être humain. Et je pense qu'une des raisons de l'engagement des intellectuels, finalement, qui permet de le comprendre en tout cas, c'est justement cette haine de soi de l'intellectuel par rapport, puisque le projet ne lui correspond pas, puisqu'il va perdre sa qualité d'intellectuel en s'engageant, etc., etc. Alors il y a d'autres raisons, bien sûr, qui ont fait que les intellectuels ont donné dans le communisme. Il y a l'engagement politique. N'oublions pas que le bolchevisme apparaît très peu de temps après l'affaire Dreyfus, qui est le grand moment de l'histoire de la fin du XXe, de la fin du XIXe et début du XXe, le grand moment de l'engagement des intellectuels en France, mais qui va rayonner bien au-delà de la France. Et après cette expérience de pouvoir intellectuel, puisque c'est quand même les intellectuels qui vont réussir à faire enrayer la mécanique qui était prévue dans l'affaire Dreyfus. Hein. Donc après ce moment formidable d'engagement intellectuel qui a permis de sauver l'honneur d'un capitaine et de la France en l'occurrence, il y a une espèce d'aspiration d'intellectuel à continuer à vouloir jouer ce rôle de conscience du monde. Bon, et on sait bien qu'en s'engageant dans le communisme, ils n'allaient pas devenir la conscience du monde, ils allaient être les bourreaux du monde. Bon, ils n'étaient pas censés le savoir et ils allaient le pratiquer, et d'ailleurs ils seront les premières victimes, souvent, du système. Donc, voilà quelques-uns des éléments qui permettent de comprendre l'attrait de l'idéologie communiste dans les esprits, si je puis dire, et particulièrement dans les esprits intellectuels.
Maintenant, pour comprendre le succès du communisme au XXe siècle, il faut passer aussi au contexte. On ne peut pas extraire l'apparition du communisme de son contexte historique. Alors, au moment où Karl Marx écrit le manifeste du Parti communiste, et plus tard le Capital, il faut le dire, le capitalisme était horrible. Honnêtement, il y avait de quoi être indigné. Hein, je veux dire, on travaillait 15 heures par jour minimum, les enfants de 4 ans étaient exploités, etc. etc. Donc, ce n'était pas à l'honneur du capitalisme, ce type d'exploitation. Donc, et finalement, l'indignation de Marx est tout à fait, si je puis dire, compréhensible. Bon, maintenant, il est vrai aussi que dans les sociétés capitalistes qui se sont construites au moment de la révolution industrielle, c'est-à-dire 19e, début du 20e, les conditions ouvrières, même si elles s'étaient améliorées, n'étaient pas formidables. Bon, donc, si vous voulez, lorsque vous avez un parti politique qui va promettre que si on prend le pouvoir, et ben, tout ça va être fini, on comprend que ceux qui sont exploités, et c'est humain, et heureusement d'ailleurs quelque part, on comprend que ceux qui sont exploités sont tentés d'y adhérer et d'y participer. Bon, donc ce contexte du capitalisme exploiteur, de fait, hein, ce qui n'est plus vraiment le cas aujourd'hui, mais c'est une autre discussion, ce contexte de capitalisme exploiteur explique aussi en partie, bien sûr, le côté attrait qu'a pu avoir le capitalisme. Et puis le communisme, pardon. Et puis, il y a aussi les crises économiques que traverse traditionnellement le capitalisme. Alors, ça c'est très intéressant parce que au moment où l'Union soviétique est en train de se construire, se consolider et de devenir en vérité un véritable glacis, c'est-à-dire l'époque stalinienne, hein, donc à partir bon, Lénine meurt en 24, Staline émerge vraiment à partir de 27-28 parce qu'il faut d'abord qu'il élimine tous les autres, hein, et donc il s'y emploie, mais une fois qu'il s'y est employé, il est maître à bord, si je puis dire. À partir de 27-28, en tout cas à 28, il est maître à bord. Bon. Et arrive en 29, comme vous le savez, une grande crise économique dans le monde occidental, qui va durer bien 4-5 ans, hein, puisque en 33-34, c'est pas fini. Et donc, c'est formidable, c'est une opportunité extraordinaire pour le communisme qui est en train de se construire dans un seul pays, comme a dit le camarade Staline. C'est une opportunité extraordinaire parce que par rapport justement à cette catastrophe économique, le communisme va utiliser toute sa puissance de propagande, déjà très grande, pour justement montrer que face à la misère capitaliste épouvantable, avec les queues, etc., on était en train de construire un paradis pour les travailleurs. Aux États-Unis, il y a des dizaines, des milliers de travailleurs. Ça, on l'ignore, mais on l'a oublié. Il y a des milliers de travailleurs qui ont tout abandonné, qui ont vendu leurs meubles, qui ont vendu leurs maisons, qui sont partis avec leurs familles, leurs enfants, au paradis communiste. Et il y avait la propagande à New York, à Washington, partout. Il y avait des bureaux de propagande soviétiques qui disaient « Venez chez nous, vous serez bien accueillis, vous allez voir, c'est le paradis ». Et ils y ont cru. Ça a été un terrible piège pour tous, puisque la première chose que faisaient les soviétiques lorsqu'ils arrivaient, c'était de leur prendre leur passeport. C'est le passeport peu possible de sortir. Terminé, on boucle tout. Hein, et évidemment, ils n'ont jamais été au paradis et on les a, par la suite surtout, parce que comme ils étaient obligés de rester, ils se sont installés dans la société soviétique, sauf que quand Staline a eu besoin de nouveaux ennemis, parce que le communisme fonctionne sur des ennemis perpétuels, c'est une guerre civile permanente, il faut qu'il y ait des ennemis en permanence. Ben, les ouvriers américains, ben, ils ont été considérés comme des espions américains, et puis hop, au goulag. La plupart d'entre eux sont morts dans des conditions atroces, dans les camps de concentration et en Sibérie. Bon. Donc vous voyez, les communistes ont vraiment réussi par rapport aux crises du capitalisme en général, mais la crise de 29 étant particulièrement emblématique, ils ont vraiment réussi, par contraste justement, à faire croire que eux, il n'y avait pas de crise, que eux, que tout se passait bien, que tout le monde mangeait à sa faim, etc., etc. Comme on avait très peu de possibilités d'aller voir sur place, puisque c'était très surveillé, et comme ceux qui allaient sur place étaient triés sur un volet, et comme ceux qui allaient sur place étaient de toute façon favorables au système, et qu'ils allaient en revenir confortant ce qu'on leur avait montré, et surtout ne voulant pas désespérer Billancourt étant une grande usine en France, c'est une expression fameuse
de Sartre que j'emploie là, n'est-ce pas, qui disait qu'il ne fallait pas désespérer Billancourt, pas dire du mal du communisme, on ne peut pas désespérer Billancourt. Hein. Donc, comme il ne fallait pas désespérer Billancourt, eh ben, on se taisait, même si on avait des doutes, à part certains, bien sûr. Je pense à Gide, par exemple, qui revient d'Urs en 1936 et qui a écrit ce fameux livre Retour d'Urs, qui lui vaudra d'ailleurs une haine féroce et éternelle des communistes contre lui. Donc, ce contraste, si vous voulez, de crise économique, de paradis, évidemment, a aidé, si je puis dire, permet de comprendre le succès du communisme dans les têtes. Et puis, il y a aussi un autre facteur qui a joué, la colonisation. Bon. Comme vous le savez, les Blancs, nous avons eu tendance à nous répandre quand même dans le monde, hein, en Afrique, ailleurs, en Asie, etc. Bon, nous avons construit des sociétés qui étaient à notre image, hein, plus ou moins égalitaires, bon, et qu'à un moment donné, ben, ce système n'a plus vraiment fonctionné, et en tout cas, les peuples ont surtout voulu prendre leur destin en main, hein, et il est évident que dans ce contexte-là, là je pense par exemple à Bandung, 1954-55, hein, la conférence de Bandung 1954, à Bandung, où justement ce qu'on appelle le tiers-monde, nouvelle appellation justement qui apparaît à ce moment-là, donc le tiers-monde, ce qui n'est pas le monde développé du monde socialiste, mais qui soit un tiers-monde, hein, qui en vérité est très travaillé par les pays socialistes et par l'Union soviétique particulièrement. Bon, en tout cas, les pays du tiers-monde sont évidemment et veulent se libérer du joug occidental et capitaliste. Et ça aussi, évidemment, ça a joué, ça a eu son rôle dans le succès du communisme, parce que beaucoup de leaders du tiers-monde, sans être forcément communistes, ont été justement attirés par la pratique de pouvoir dont je vous ai parlé tout à l'heure. Dans l'adhésion qu'ils avaient au communisme, ce n'était pas forcément, parfois c'était idéologique, mais souvent c'était une technique de pouvoir qu'ils cherchaient. C'est une prise de pouvoir et de maintien au pouvoir, puisque le communisme, c'est pas non seulement la prise de pouvoir, c'est surtout le maintien au pouvoir. Hein. Donc, c'est ça qui les a attirés, qui explique que, finalement, beaucoup de pays du tiers-monde ont basculé dans un pseudo-communisme. Souvent, n'ont pas tous été communistes, bien sûr, mais en tout cas dans des régimes excessivement autoritaires qui ressemblaient, je pense à la Guinée de Sékou Touré, par exemple, qui n'était pas véritablement communiste, mais qui a été une vraie dictature. Bon, plein d'autres dirigeants africains ont vraiment utilisé les mécanismes de domination communiste sans être pour autant des communistes patentés, si je puis dire, inscrits et obéissant aux ordres de Moscou et de l'internationale socialiste. Et puis, bien sûr, vous y pensez tous, une des raisons fondamentales du succès communiste au XXe siècle, c'est évidemment son ennemi, si je puis dire, en vérité son ami, hein, son meilleur allié, le fascisme et le nazisme. Hitler est incontestablement le meilleur allié de Staline. Hein, parce que Staline a l'intelligence, parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut de Staline, mais c'est peut-être un sacré dirigeant. Hein. Croyez-moi que c'était quelqu'un de très intelligent et qui savait très bien ce qu'il faisait. Hein. Staline a l'intelligence de comprendre très rapidement, dès la guerre d'Espagne en vérité, que le danger nazi qui effraie à juste titre les démocraties, est un outil extraordinaire pour lui, et qu'il faut instrumentaliser ce danger nazi pour justement conquérir des sympathisants, et surtout mettre un paravent entre ce qu'il est en train de faire. Je vous donne l'exemple de la guerre d'Espagne, puisque c'est là où tout vraiment commence. La guerre d'Espagne, donc, va durer de 36 à 38 à peu près. Elle va faire grosso modo 500 000 morts, hein, des deux camps, hein, nationalistes tout confondus, nationalistes et républicains. Hein. Pendant ce temps-là, le camarade Staline va faire la Grande Terreur, hein, 37-38, la Grande Terreur va faire 1 700 000 morts. Donc vous voyez, c'est pas tout à fait la même chose, seulement personne ne regarde la Grande Terreur, tout le monde regarde l'Espagne. Hein. Donc, c'est pour ça que je dis que le nazisme, en tout cas le fascisme et le nazisme, ont été des grands alliés, instrumentalisés, bien sûr, j'entends bien, hein, du communisme. Mais on le voit bien en Allemagne, puisque si vous regardez attentivement comment la prise de pouvoir a été faite de Hitler en 1933, et si vous remontez un tout petit peu en arrière, sans la collusion entre le parti nazi et le parti communiste aux ordres de Moscou, sans la collusion de ces deux
extrêmes contre la social-démocratie qui était à l'époque dominante dans l'Allemagne de la République de Weimar, eh bien, il est évident que la République de Weimar aurait sans doute mieux résisté et Hitler ne serait pas arrivé au pouvoir. Et puis on le voit bien que, évidemment, avec le pacte germano-soviétique, que, comme vous le savez, dont les pays d'Europe centrale et orientale ont été particulièrement victimes. Donc il y a une alliance là qui a été très fructifiante pour Staline, puisque après-guerre, il va pouvoir reprendre tout ça et faire une mainmise quasiment en général. Bon, et puis après-guerre, justement, et c'est aussi une des raisons particulières du succès du communisme, comme les communistes ont joué un rôle non négligeable, même assez important, soyons clairs, dans la lutte contre le nazisme après 1941, quand même, avant le 22 juin 1941, il n'y a quasiment pas de résistance communiste. Ce n'est qu'après le 22 juin 1941, c'est-à-dire après l'invasion de l'Union soviétique par l'Allemagne, que la résistance communiste va se mettre en place en France, en Italie, etc. Bon, et que, bien sûr, comme vous le savez, l'armée rouge va particulièrement payer son tribut à cette résistance, puisque ça se chiffre pas en dizaines de millions, mais en tout cas en 2 dizaines de millions, sans aucun doute, de morts et un peu plus même. Donc, évidemment, au sortir de la guerre, l'Union soviétique et le camp communiste d'une façon générale est auréolé de la victoire contre le nazisme. Et d'ailleurs, l'adhésion, je parle donc pas des pays conquis, là, c'est-à-dire vous en l'occurrence, mais l'adhésion à l'extérieur de ceux qui n'ont pas eu à souffrir justement de la présence de l'armée rouge dans leur pays, mais l'adhésion intellectuelle, l'adhésion populaire aux communistes dans les pays occidentaux, dans les démocraties occidentales, n'a jamais été aussi forte qu'à cette époque-là, c'est-à-dire juste à l'après-guerre, justement parce que les communistes avaient réussi à capter, parce qu'il y a aussi un peu de malhonnêteté dans tout ça, réussi à capter la résistance et se présenter, et aujourd'hui d'ailleurs encore ils le font, sans vergogne, et se présenter comme les véritables opposants, les seuls qui étaient capables de s'opposer à l'hydre nazi, l'hydre fasciste, etc., etc. Dans des pays comme l'Italie, par exemple, ou la France, l'Italie dans un plus grave, enfin dans une mesure plus importante que la France, parce que n'oublions pas que l'Italie avait été fasciste avec Mussolini, que les intellectuels italiens ont en grande partie supporté le régime Mussolini, pas supporté au sens apporter leur soutien, mais ils n'ont rien fait contre, ils ont continué leur carrière, ils ont choisi les universités dépendaient du pouvoir, donc il fallait plaire au pouvoir pour avoir telle chaire, etc. etc. Bon, beaucoup, énormément, la majorité, je dirais, des intellectuels italiens ont finalement vécu sous le fascisme pour survivre. Bon, et évidemment, lorsque le fascisme est tombé et lorsque les communistes sont sortis triomphalement de cette guerre, eh bien, beaucoup ont choisi le Parti communiste italien pour se blanchir. Mais la France, c'est exactement la même chose. La France, sous l'occupation, l'intellectuel français a vécu. Ceux qui ont résisté, on peut les compter, j'exagère un peu, sur les doigts des deux mains. Vraiment, les autres, ils ont accepté la censure allemande, ils ont chassé les juifs des théâtres, ils ont chassé les juifs du cinéma, etc., etc. Donc, évidemment, ces intellectuels français se sont trouvés très mal après-guerre. Et donc, ils ont pris le premier train qui passait, le plus important, celui qui était le plus chargé de symboles, le train communiste, et hop, la galère. Donc voilà. Donc, c'est une des raisons, le fascisme, le nazisme particulièrement, est une des raisons principales, si vous voulez, du succès communiste d'après-guerre. Mais ça reste encore dans les têtes, ça reste, c'est très ancré. Les communistes ont réussi, c'est la meilleure opération intellectuelle qu'ils aient jamais faite. Puisque si vous parlez encore aux gens de cette période-là, et même d'aujourd'hui, les gens diront, oui, mais les communistes, c'est pas comme les fascistes, c'est mieux. D'ailleurs, ils ont lutté. D'ailleurs, on vous met tout de suite à la figure, moi, combien de fois on a mis à la figure, les 27 millions de morts de l'armée rouge, la résistance communiste, etc., comme une preuve du bien communiste. Bon, donc cette histoire-là, cette espèce de captation de la résistance contre l'hydre nazi, qui est encore présenté aujourd'hui comme le mal absolu, c'est de fait un mal absolu. Maintenant, on peut regarder aussi le communisme comme un autre mal absolu, sauf que le problème, c'est qu'il y en a un qui occupe le devant de la scène et qu'on a du mal à mettre le deuxième à côté de lui. C'est ça le vrai problème. Je ne dis pas qu'il faut rétrograder l'un pour mettre l'autre en avant, mais au moins, en tout cas, les mettre
tous les deux sur le même plan et sur la même ligne de la scène. Mais encore aujourd'hui, ce mécanisme, si vous voulez, de vérité historique est impossible à faire vraiment. Et mon pari, parce que je suis optimiste de nature, et je le disais aussi encore hier soir, mon pari c'est que ne sera possible d'établir cette histoire et de mettre cette équivalence, vraiment cette géminité absolue, puisque quand on regarde le fonctionnement, etc., il y a très peu de différence entre nazisme et communisme, sauf dans le projet, justement. Hein. Il y en a un qui est exclusif, et il y en a un autre qui est général, vous savez, hein. Exclusif, c'est-à-dire le peuple élu et les autres sont éliminés, et l'autre, c'est l'humanité entière. Alors, évidemment, ça plaît plus, parce que si vous n'êtes pas membre du peuple élu, évidemment, ça ne vous plaît pas, vous n'êtes pas prêt d'adhérer au nazisme. Bon, c'est la différence essentielle entre les deux, mais sinon, au niveau de la pratique et tout ça, ça se ressemble considérablement. Donc, mon espérance à moi, il faut bien espérer dans la vie de toute façon, comme je dis, de toute façon, nous avons tous des espérances. Mon espérance à moi, c'est que ce bilan de vérité, d'égalité, de gémilité entre les systèmes rouges et bruns ne se fera vraiment que lorsqu'il n'y aura plus aucun témoin de cette époque-là. Plus aucun. Je ne parle pas des bourreaux ni des victimes, mais je parle de nous tous, voilà, parce qu'il n'y aura pas quelqu'un qui dira « mais non, ça ne s'est pas passé comme ça ». Il faut absolument qu'il n'y ait plus de témoins pour qu'enfin l'histoire prenne ses marques. Hein, et enfin, on reconnaisse cette ressemblance absolue et cette complicité absolue qui a permis justement aux communistes de faire une OPA intellectuelle et morale sur le bien, justement parce qu'on a réussi à diaboliser le mal nazi, à juste raison, je précise quand même, pour qu'on ne me fasse pas dire que je ne l'ai pas dit, hein, à juste raison, mais en diabolisant l'un, on a blanchi l'autre quelque part. Et ça, c'est très fréquent. Puisqu'aujourd'hui encore, si vous voulez, moi je vois, vous avez compris que je ne suis pas tout à fait un camarade communiste, je suis même un anticommuniste primaire, secondaire et tertiaire, et j'en suis fier, depuis toujours d'ailleurs, depuis très longtemps. Mais aujourd'hui, par exemple encore, je vois comment cette histoire est perçue, et comment moi je suis perçu comme forcément réactionnaire. Parce qu'à partir du moment où vous êtes anticommuniste, vous êtes réactionnaire. Et vous savez, comme a très bien dit George Orwell, il a une phrase formidable. Il dit la gauche antifasciste a oublié d'être antitotalitaire. Et oui, c'est ça le vrai problème. C'est que la gauche antifasciste a oublié d'être antitotalitaire. Alors moi, je suis antitotalitaire, donc antifasciste, anticommuniste, anti-islamiste, tout vous voulez. Tous les projets totalitaires, ça mérite le poil. Bon, mais pour une gauche qui a intégré les mécanismes justement dominants du communisme, eh ben, ça ne se fait pas justement, et elle reste antifasciste sans être antitotalitaire, encore aujourd'hui, ce qui fait que, évidemment, ça pose des problèmes pour l'émergence de cette histoire. Alors, vous allez me dire, bon, ça va durer combien de temps tout ça? Pas ma conférence, j'entends bien, mais cette histoire, justement, combien de temps ça va continuer? Alors, je vous disais qu'il faudra attendre que tous les témoins disparaissent, mais je suis aussi optimiste au niveau de l'idéologie elle-même. Je suis intimement convaincu, et je l'ai écrit en conclusion de cette trilogie sur le communisme que j'ai écrit, c'est une affaire terminée. C'est une affaire terminée. Le communisme est une affaire terminée. C'est une affaire qui appartient à une phase précise de l'histoire de l'humanité, qui n'a plus de raison d'être pour de multiples raisons. Alors, ça ne veut pas dire, encore une fois, toujours 6 pays communistes au monde, hein, ça représente à peu près un quart de l'humanité, ce qui n'est pas rien. Hein. Bon, ça ne veut pas dire, mais si vous voulez, le projet communiste tel qu'on l'a connu au XXe siècle, marxiste-léniniste, est terminé. Alors, je regrette pour ceux qui sont nostalgiques du système, mais en tout cas, je le crois fondamentalement. Pour des raisons excessivement simples, et des raisons, je dirais, marxistes. Et oui, il n'y a pas que des bêtises, le camarade Karl Marx. Voilà, pour faire très simple, pour aller à l'essentiel. Le projet communiste repose sur une certaine période de l'humanité qui a été la révolution industrielle. C'est né au XIXe siècle et ça a été mis en application au XXe siècle. D'ailleurs, avec plus de 50 ans de retard. Ce qui est une des raisons, soit dit en passant, c'est une des raisons non seulement de son échec, mais aussi de son côté criminel. Je m'explique. Lénine et tous les dirigeants communistes, en commençant par Lénine, avaient une admiration folle du capitalisme. Karl Marx admirait le capitalisme. Comment ça se fait qu'une révolution comme ça se met en place et ils vont copier le capitalisme? Lénine, par exemple, et après Staline ne va pas le faire